On parle d'égalité, mais en vrai, nos parcours de vie sont tellement différents qu'il est difficile de quantifier ce qui est égal. On avance dans nos train-train quotidiens, parfois sans trop se soucier de qui on croise. À défaut d'être égaux, nous sommes semblables. On parle d'inclusion sans blabla, mais ça veut dire quoi? Inclure sans blabla, c'est permettre à plus de 200 000 personnes de trouver le chemin vers la formation ou l'emploi. Aujourd'hui, je n'existe pas sans le nous. Il y a celles et ceux qui ouvrent des voies, qui donnent de la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Alors semblable, ce sera sans blabla, et ce sera surtout avec des actions concrètes pour marcher ensemble, les uns et les unes à côté des autres. Dans cette saison Agir autrement, nous aurons le privilège d'accueillir des personnes concernées qui s'engagent, des personnes qui ont mis au cœur de leur modèle l'humain tout entier dans sa diversité et dans sa complexité. Comment on inclut sans blabla? Il y a plusieurs méthodes à ça. Après 5 ans de droit et un DEA de sociologie des organisations à Sciences Po, vous débutez votre carrière professionnelle dans une grande compagnie d'assurance. Au bout de quelques années, vous constatez qu'il vous manque certains aspects dans votre travail que vous trouvez dans le monde associatif. De ce fait, en 2000, vous rejoignez le groupe SOS et ses 22 000 salariés pour mettre à effet votre besoin d'engagement citoyen. Vous optez pour une action concrète basée sur le pragmatisme et depuis bientôt 2 ans, vous êtes membre du conseil d'administration du mouvement Impact France et défendez l'idée que chacun a un rôle à jouer pour améliorer la vie en société. Vous enseignez à l'Université Paris-Dauphine et coordonnez avec l'établissement le seul diplôme en formation continue destiné à former des entrepreneurs sociaux. En 2012, vous êtes fait chevalier de l'Ordre national du mérite. Comment allez-vous, Nicolas? Je vais très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous en quelques mots? J'ai 46 ans, j'habite à Paris. J'ai pas toujours habité Paris, mais j'ai rejoint Paris pour ma 5e année de droit à l'époque, puisqu'on parlait de mon parcours et de mes études. Et voilà, effectivement, j'ai rejoint cette organisation qu'est le groupe SOS il y a 22 ans, parce que c'était en 2000, comme ça a été dit, c'est facile de calculer. Et voilà, et une carrière du coup, comme on dit, passionnante, et plein d'autres choses aussi, parce que quand on s'engage professionnellement, on a aussi sans doute envie de faire d'autres choses aussi à titre bénévole. Donc je parraine un jeune réfugié, j'essaye de donner mon sang régulièrement et de faire la promotion du don de sang. Donc voilà, et après c'est un peu mon truc de faire la promotion de ce type de cercle vertueux. Il y a suffisamment de cercles vicieux dans notre société aujourd'hui. Et voilà, j'essaye de dire que plus on s'engage, eh ben, plus on a envie de s'engager. Et mieux on se sent dans ses baskets, je pense aussi. J'ai remarqué que vous disiez souvent que les gens qui veulent s'investir dans le bénévolat ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? C'est vrai. Après, on a quand même une chance aujourd'hui, c'est qu'on a un outil qui s'appelle Internet, qui est quand même assez pratique et qui peut permettre quand même de découvrir ce qui se fait sur son territoire. Il suffit de taper quelques mots-clés, association, bénévolat et la ville dans laquelle on habite, et je pense qu'on peut trouver pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple. D'ailleurs, le groupe SOS est à l'initiative d'une initiative qui s'appelle Active, HACKTIV. Donc là aussi, on peut le trouver en tapant dans son moteur de recherche. Et on a développé des plateformes parfois en relation avec des villes, Paris, Bordeaux, Lille par exemple. Et donc c'est une plateforme qui met en relation des associations avec des gens qui veulent s'investir bénévolement. Donc avec du matching, de la géolocalisation, enfin voilà, tout ce que permet aujourd'hui Internet et les plateformes. Et ça, on le travaille en partenariat avec des territoires, avec des collectivités, pour développer ça autour de la question de l'engagement citoyen et du bénévolat. Et puis après, il n'y a pas qu'Internet dans la vie, hein, effectivement, aller en parler à ses proches. On a sûrement des gens dans son entourage qui font du bénévolat, donc il faut aussi leur poser des questions, leur demander comment ça se passe. Enfin, ça peut pour faire peut-être comme eux, ou ça peut donner d'autres idées. Évidemment, les mairies connaissent très bien le secteur associatif sur leur territoire. Donc, ne pas hésiter à aller voir la mairie de son village ou de sa ville pour demander la liste des associations et ce qu'on peut faire comme bénévolat pour le territoire. Merci Nicolas. Comment vous définiriez l'économie sociale et solidaire? Alors, vaste sujet, l'économie sociale et solidaire, je rajouterais sans doute aussi écologique. C'est un ensemble de structures, des associations, mais parfois aussi des entreprises qui sont dédiées à
à l'impact social et environnemental, qui sont vraiment concentrés en fait sur la solidarité, le lien social, l'environnement. Voilà, c'est ça leur activité principale. Et puis, ce sont aussi des structures qui sont organisées sans doute différemment des entreprises qu'on connaît habituellement. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une lucrativité limitée ou pas de lucrativité du tout. Et puis, une gouvernance davantage partagée. Si je prends par exemple l'exemple du groupe SOS, dont je suis un des dirigeants aujourd'hui, c'est une structure associative, donc il n'y a pas d'actionnaire, 0 actionnaire. Et notre objectif, c'est de créer plus de solidarité dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement du grand âge, par exemple. Et donc, on n'a pas d'actionnaire. Et ça, je pense que c'est une différence importante avec des entreprises qui peuvent intervenir dans certains de nos secteurs d'activité, les crèches, les hôpitaux, les maisons de retraite, par exemple. Nous, on n'a pas à servir de dividendes à des actionnaires à la fin de l'année. Donc, je considère que c'est un avantage concurrentiel pour nous parce que voilà, il n'y a pas une partie de l'argent qui part à la fin de l'année. Et surtout, c'est une façon, à mon avis, aussi d'être plus efficace et plus concentré sur le bien-être des personnes qu'on accompagne, puisque voilà, il n'y a pas un objectif de rogner, si on peut dire les choses comme ça, sur les prestations ou les services qu'on rend à ces personnes. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Du coup, dans le groupe SOS, vous employez des personnes en insertion? On emploie une petite partie par rapport à l'ensemble de nos salariés, puisque la majorité de nos salariés, c'est des fonctions de siège, évidemment, mais c'est aussi et surtout des personnes qui travaillent sur le terrain, donc dans nos hôpitaux, nos crèches, nos maisons de retraite, nos structures éducatives, nos structures sociales, culturelles. Donc, ça va être des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des travailleurs sociaux, éducateurs, assistants sociaux. Voilà, ça c'est la grande majorité de nos équipes, des chargés d'insertion, puisqu'on fait pas mal de choses aussi sur l'insertion sociale et professionnelle. Et justement, ces professionnels de l'insertion encadrent effectivement des salariés en insertion, donc des personnes qui étaient sans formation ou au chômage depuis longtemps et à qui on permet de reprendre pied dans le monde professionnel avec un emploi dans différents domaines d'activité. Que signifie baser son engagement sur le pragmatisme, Nicolas? Alors, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, mais en tout cas, c'est possible parce que ça me va bien comme phrase. Je crois que ça correspond bien à l'organisation dans laquelle je travaille. On essaye effectivement d'être pragmatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être pragmatique quand on s'occupe de personnes en difficulté, par exemple? Ça veut dire qu'on va essayer d'être le plus efficace possible pour ces personnes-là et qu'on va donc se remettre en question assez régulièrement pour être sûr que ce qu'on fait est utile et surtout qu'on se demande avec nos équipes assez régulièrement comment on peut faire pour être encore plus utile auprès des personnes qu'on accompagne, qu'on accueille, qu'on héberge, donc personnes sans domicile, des enfants en difficulté sociale ou familiale, des personnes âgées. Voilà, je trouve que c'est plutôt sain comme fonctionnement et voilà un peu la réponse que je peux apporter à cette question. Super. On peut suivre une tendance sur vos réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. C'est un mouvement que vous avez lancé qui s'appelle Dénonce tes héros ou tes héroïnes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors c'est pendant le premier confinement. J'étais comme beaucoup de Français enfermés dans mon appartement avec pas mal de frustration parce qu'en plus nous, comme je vous le disais à l'instant, on a beaucoup de métiers essentiels dans nos salariés, beaucoup de première ligne. Donc les soignants, mais finalement toutes nos structures quasiment sont restées ouvertes parce qu'il fallait évidemment que nos hôpitaux restent ouverts, mais c'est également le cas pour nos maisons de retraite, mais aussi les structures sociales ou les établissements qui hébergent des jeunes, des enfants, des mineurs qui sont placés. Donc nos équipes étaient vraiment en première ligne. Et donc moi j'avais une forme de frustration parce que j'avais aussi envie de les soutenir, d'aller les voir, mais c'était difficilement faisable parce que il fallait faire très attention, notamment avec les personnes fragiles. Il fallait pas amener évidemment le virus dans ces établissements-là. Donc voilà, j'étais oui, comme tout le monde enfermé dans mon appart et aussi touché par
par les actes de solidarité. Nos équipes parfois recevaient des fleurs, des viennoiseries, des pizzas qui leur étaient envoyées gratuitement en forme de soutien. Beaucoup d'entreprises qui ont fait des dons d'équipements de protection, mais aussi des crèmes pour les mains, parce qu'avec le gel hydroalcoolique, nos équipes souffraient pas mal aussi de l'utilisation de ces produits. Donc, et puis les applaudissements à 20h pour les soignants. Enfin, je pense qu'on a tous été marqués par ça. C'était quelque chose qui était en tout cas assez chouette à côté de tous les drames que vivaient beaucoup de personnes avec cette crise. Et donc un soir, comme on a tous fait, on faisait un apéro en visio avec des copains, et on se dit à un moment comment on peut faire pour que ces applaudissements en fait continuent d'une façon ou d'une autre. Et parce qu'on savait que ça allait pas durer non plus des années. Et donc on se demandait comment une initiative pouvait permettre de continuer à parler de ces héros du quotidien, que ce soit les soignants, mais finalement il y en a plein des personnes qui font des choses extraordinaires au quotidien, que ce soit dans leur travail ou bénévolement. On en parlait un peu plus tôt. Et donc on s'est dit essayons de développer une initiative qui permette à nous, mais aussi à chacun, à tous ceux qui ont envie de s'en emparer, de révéler leur héros ou leur héroïne du quotidien. Et à côté de ça, dans les réseaux sociaux, il y a aussi des choses qui vont pas. C'est-à-dire que tout le monde, beaucoup de personnes en tout cas dénoncent tout et n'importe quoi. Moi, je continue à penser qu'il faut dénoncer ce qui ne va pas, évidemment, et je considère que MeToo est une avancée majeure. Mais à côté de ça, il y a des gens aussi qui dénoncent tout et n'importe quoi, qui vont agresser des gens simplement parce qu'ils pensent différemment d'eux sur les réseaux sociaux. Et à ceux-là, on avait envie de leur dire, écoute, détends-toi un peu et dénonce plutôt tes héros. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Et puis finalement, ça va nous faire du bien à tous. On dit de vous qu'en tant que dirigeant, vous avez un don pour faire émerger les talents cachés et que vous êtes exigeant, car je cite, être exigeant, c'est respecter les gens. Alors, rumeur ou légende urbaine? Non, il y a cet état d'esprit, pas que moi, mais je pense que l'ensemble des dirigeants et des cadres du groupe SOS ont cette exigence quand on recrute, d'avoir des personnes qui vont être particulièrement attentives et concentrées à leur travail au quotidien, parce que on vient de la solidarité, de l'action sociale, et donc on s'occupe depuis bientôt 40 ans. On a un impact sur, je crois, quasiment 2 millions de personnes en France et à l'international. Et voilà, et c'est vraiment notre boussole. C'est ces personnes qu'on accompagne, qui sont souvent dans des difficultés importantes. Et donc, il y a toujours eu cette exigence, parce que on considère que ce qu'on fait est important pour les personnes qu'on peut accueillir, héberger, accompagner, soigner, insérer en tout cas aider à l'insertion dans notre société. Et donc, on se doit d'être particulièrement, exigeant avec nous-mêmes. Mais l'exigence, effectivement, c'est intéressant aussi, parce que on peut avoir différents niveaux d'exigence, mais je crois que c'est quand même important d'être exigeant avec l'autre. Et nos usagers, nos bénéficiaires, on peut aussi avoir une forme d'exigence avec eux sur leur parcours de réinsertion, de formation, d'éducation, parce que oui, c'est vrai, être exigeant avec l'autre, c'est le respecter, c'est montrer qu'on attend de lui ou d'elle des choses, qu'on croit en cette personne. Et c'est aussi comme ça qu'on permet à des gens de s'en sortir quand ils sont en grande difficulté, parce qu'à un moment donné, vous avez quelqu'un qui formule des exigences, en tout cas qui formule des attentes, parce que quand vous formulez des attentes, ça veut dire que oui, vous croyez au potentiel de la personne. Et ça, c'est aussi une valeur forte chez nous, c'est qu'on croit, on parle parfois de fécondité sociale. Alors, je ne sais pas si c'est un concept fumeux, mais c'est l'idée que chacune et chacun peut être utile à la société, quelles que soient ses difficultés, si on se donne les moyens collectivement d'écouter cette personne, de l'accompagner, de lui donner sa chance, parfois plusieurs chances. Et voilà, je trouve que c'est une belle vision de la société, surtout en ce moment dans l'époque qu'on traverse. Je trouve cette vision plus belle que jamais. Merci Nicolas.
On a déjà eu l'occasion d'interviewer dans le cadre d'un LinkedIn Live Marion Zemanic. Du coup, on voulait aussi vous poser la question sur quelles sont les actions portées par le groupe SOS en matière d'inclusion. Est-ce que c'est au niveau des achats, du recrutement? Est-ce que c'est global? Alors oui, Marion, en plus, on était tous les deux dans la convention des entreprises pour le climat pendant l'année qui s'est écoulée, avec 300 dirigeants et cadres de 150 entreprises qui réinventent leur modèle pour qu'ils soient conformes d'un point de vue environnemental avec les accords de Paris. Et Marion, effectivement, son job à SOS, c'est le développement durable et les achats. Et effectivement, les achats, c'est intéressant et toutes les entreprises et les consommateurs doivent se demander comment leur consommation peut aller dans le sens d'une société plus solidaire, plus respectueuse de l'environnement. Donc pour nous, c'est un levier important puisque on a 650 établissements qui servent des repas, qui dépensent effectivement pas mal d'argent pour mener à bien leur activité. Mais finalement, on est tous confrontés à ça. Et j'ai déjà entendu des gens qui disaient que consommer, c'est quelque part aussi voter. Et ça me plaît bien. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, consommer, c'est déjà essayer de consommer moins parce que il n'y a pas le choix. Il va falloir changer de paradigme, de modèle. Et ce modèle-là, il appelle à la sobriété si on veut vivre dans un monde qui soit respirable, qui soit viable, qui continue à être vivable pour tous. Et voilà. Et donc, je trouve ça assez intéressant à chaque fois qu'on achète quelque chose de se dire est-ce que c'est bon déjà pour moi, pour ma santé, quand on parle d'alimentation, mais aussi est-ce que ce sont des produits dont on a besoin vraiment, et si on en a besoin, est-ce que ça a été produit de façon respectueuse des travailleurs, des artisans qui l'ont réalisé. Et puis évidemment, d'un point de vue écologique, est-ce que c'est quelque chose qui respecte l'environnement ou au contraire qui le détruit. Dans le podcast Semblable, on aime bien donner de la voix à des organisations qui ont moins d'audience. Est-ce qu'il y a une organisation que vous souhaiteriez citer pour la mettre en lumière en raison d'une politique altruiste concrète? Eh bien, oui. C'est une association du groupe SOS, mais c'est une thématique qui va au-delà du groupe SOS, donc je trouve que c'est intéressant de le mentionner. C'est le parrainage ou le mentorat. On en parle beaucoup en ce moment. Je trouve qu'il faut en parler encore davantage. Alors, il y a une association du groupe SOS qui s'appelle Parrain par 1000. C'est via Parrain par 1000 que je parraine, que j'accompagne un jeune réfugié qui est arrivé. Il était mineur, il est arrivé tout seul en France. Et donc, je l'accompagne sur ses choix de vie, ses choix de formation à l'époque, ses choix professionnels, et puis un peu de façon générale sur son intégration en France. Et puis, j'essaie de lui faire passer surtout des bons moments parce qu'il a connu des moments très, très difficiles, notamment dans son parcours d'exil. Et voilà, il n'y a pas que Parrain par 1000. Aujourd'hui, il y a pas mal d'associations, d'organisations qui proposent ce type de parrainage ou de mentorat. Et je trouve que c'est une belle vision là aussi de la société si on se dit que toutes celles et tous ceux qui vont bien devraient peut-être donner un coup de pouce. Il y a différentes formes de parrainage. Ça peut être des enfants, de l'aide aux devoirs. Ça peut être des jeunes qui s'interrogent sur leur orientation, qui ont besoin d'un réseau parce qu'ils en ont pas, de conseils sur leur orientation professionnelle. Mais voilà, ça peut être aussi des moins jeunes parce que toute sa vie, on peut avoir des questions sur lesquelles on n'a pas forcément toutes les réponses, et d'avoir quelqu'un qui peut aider mettre à disposition son réseau ou son expérience. Je trouve que c'est une belle vision de la société que développer l'entraide entre les citoyens. Nicolas, est-ce que vous considérez qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez un devoir envers les autres? Ça m'est très personnel, mais oui, moi je considère que oui, on peut utiliser le mot, c'est un devoir d'être utile aux autres, d'essayer d'être utile aux autres. Et je me demande si on n'a pas un peu oublié d'où on vient, et je pense que
il y a très très longtemps, les êtres humains vivaient sans doute en groupe et avaient besoin de cette solidarité-là parce que quand il n'y avait pas tout le confort moderne qu'on connaît, valait mieux qu'il y ait de la solidarité par rapport à une nature qui pouvait être hostile et sans le confort moderne qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense sans solidarité, on pouvait pas survivre très longtemps, je crois. Donc et ça, on l'a un peu oublié avec la révolution industrielle et tout le confort qui est arrivé, la société de consommation et l'individualisme, il faut bien appeler ça comme ça, qui a accompagné tout ça. Et voilà, et je crois qu'on a un peu perdu ça de vue. Et alors que c'est vital pour nos sociétés et que je pense que c'est vital aussi pour chacun de nous. Aujourd'hui, on voit bien que les gens sont parfois un peu paumés, qu'il y a une quête de sens. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus ce sentiment d'être utile. Qu'à un moment, tu peux consommer, mais c'est pas ça qui en fait remplit ta vie au final. Je reviens un peu à la question qu'on a posée aussi précédemment, tout à l'heure, quand on vous a demandé de porter une initiative qui était digne d'être mise en lumière. Vous avez parlé du mentorat et c'est assez rigolo puisqu'on a un autre invité, Rémi de Merseman, qui est intervenu aussi sur le micro de Semblable, qui a aussi évoqué cette notion-là. Donc effectivement, le mentorat semble être une piste plutôt plébiscitée et poussée pour justement faire en sorte d'agir autrement et d'accompagner les personnes. Oui, et puis ça peut être facilité par une association, mais je trouve qu'il faut aussi promouvoir ce lien direct entre les citoyens. Et donc, moi, c'est vrai que c'est l'association Par 1 par 1000 qui m'a permis de rencontrer mon filleul, Lamine. Mais une fois qu'elle a initié ce parrainage, elle était moins présente. Elle nous contacte de temps en temps pour s'assurer que tout va bien. Mais c'est avant tout finalement un lien entre deux personnes. Et je trouve que c'est important de développer ce lien. Selon vous, Nicolas, comment est-ce qu'on lie la vie d'entrepreneur et la vie personnelle ? C'est une bonne question parce qu'être entrepreneur, ça demande effectivement beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. À chacun de trouver son équilibre. Je pense qu'il faut trouver effectivement des moyens. Moi, j'essaie de faire pas mal de sport régulièrement, de la course à pied notamment, pour parfois penser à autre chose. Et puis je trouve que le sport a cette vertu-là, c'est que ça vide la tête. Et voilà, et à chacun de trouver une façon d'avoir cet équilibre. Mais je pense que quand on est entrepreneur, en tout cas de façon plus générale, quand on est passionné par ce qu'on fait professionnellement, c'est sans doute plus facile aussi de trouver cet équilibre. Je vais poser une dernière question. Du coup, vous dites qu'au travers de l'action du groupe SOS, vous avez créé ou contribué à créer des entreprises inclusives. Comment ça se passe en fait ? Vous fonctionnez comme un fonds d'investissement qui finance des développements ? Est-ce que c'est des initiatives qui sont portées en interne et qui ensuite sont déployées ? Est-ce que c'est plusieurs initiatives qui se regroupent ? Alors, le groupe SOS, c'est vraiment un groupe avec des établissements. Donc, on développe des établissements. Et dans ces établissements, il y en a beaucoup qu'on a créés ou qui nous ont rejoints. C'est aussi possible de rejoindre le groupe SOS. Et donc, on a beaucoup effectivement de structures qui travaillent sur l'inclusion. Alors, l'inclusion, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Des fois, il faut peut-être le redéfinir. Pour moi, l'inclusion, c'est en tout cas une question qui est assez simple. C'est comment on fait pour que des personnes qui peuvent avoir des difficultés qui sont diverses trouvent leur place dans la société, ce qui passe souvent par le travail. Et donc on a beaucoup de dispositifs différents, des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, des ESAT, qui sont des structures qui emploient des personnes en situation de handicap. Enfin voilà, je pense que cette thématique-là illustre bien ce qui est notre philosophie, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une variété de réponses à des problèmes qui sont très, très différents. Si on parle ne serait-ce que du handicap, il y a des milliers d'handicaps différents, et donc à chaque fois, et pour l'exclusion, c'est pareil. Et donc, il faut essayer d'avoir des réponses, des solutions qui sont les plus fines possibles pour vraiment répondre aux problématiques des personnes. Merci beaucoup, Nicolas. On arrive à la fin de cet épisode. Nous vous remercions pour votre participation. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci à vous deux. J'ai passé un très bon moment.
Cet épisode du podcast Semblable vous a été présenté par Julie et Rodolphe. Il est propulsé par la plateforme de l'inclusion. Semblable met en lumière l'action de personnes qui choisissent d'agir autrement et de placer l'humain au cœur de leur action. Si vous aussi vous souhaitez donner de la voix aux initiatives inclusives, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à croire en vous.